Benjamin Bibas, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et documentariste spécialisé sur les questions concernant l'Afrique et vous avez notamment coordonné pour la Fondation d'écologie politique COP21, réparer l'injustice climatique en Afrique. Évidemment, c'était une note qui est parue juste avant la COP21. Est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par l'injustice climatique en Afrique ? Alors, l'injustice climatique dont souffre le continent africain, à notre avis, donc moi-même, le collectif Wangari Maathai, quelques militants sociaux, écologistes intéressés par l'Afrique qui m'ont accompagné dans cette publication. C'est assez simple en fait. On constate aujourd'hui que l'Afrique est le continent qui souffre le plus des conséquences du changement climatique, avec des inondations géantes, comme dans le delta du Niger en 2012, avec des centaines de morts, avec la disparition d'étendues d'eau gigantesques, comme le lac Tchad, avec des sécheresses de plus en plus longues, des saisons des pluies qui arrivent de plus en plus tard, notamment dans le Sahel. Ces effets du changement climatique génèrent des souffrances, des migrations internes et externes, génèrent aussi la baisse de rendement agricole. Il y a un risque sur la sécurité alimentaire, à court terme, moyen terme, en Afrique. L'Afrique, qui est déjà le continent le plus chaud du monde, est également le continent qui va le plus souffrir du réchauffement climatique s'il se poursuit. On estime que si l'objectif qui était celui du début de la COP, 2 degrés de réchauffement climatique mondial, est atteint, eh bien cela signifierait 3 degrés de réchauffement global pour l'Afrique. Ce qui est vraiment une situation insupportable, surtout dans certaines régions les plus impactées en Afrique, le Sahel d'une part, et le bassin du Congo, en gros, d'autre part la forêt équatoriale du Congo, où là on aurait des hausses de température qui pourraient monter jusqu'à 4 ou 5 degrés. Enfin, un institut britannique de risque pays, qui s'intéresse en général au risque politique, au risque financier, a publié en 2013, pour la première fois, une étude sur le risque climatique. Et il dit, sur les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique, il y en a 6 qui sont africains, et pas des moindres. 3 des poids lourds de l'Afrique, l'Éthiopie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, ainsi que la Sierra Leone, le Soudan du Sud et la Guinée-Bissau. Alors voilà, l'Afrique est celle qui souffre le plus de tout ça. Et pourquoi c'est injuste ? Parce qu'elle est la moins responsable des émissions de gaz à effet de serre qui génèrent le changement climatique. Elle n'est responsable historiquement que de 2 à 4% des émissions. Il faut réparer cette injustice. C'est important que vous dites historiquement, parce que c'est vrai que quand on compare les modèles de développement, certains modèles de développement en Afrique aujourd'hui risquent de produire à terme plus d'émissions s'ils ne sont pas changés. Mais néanmoins, l'Afrique n'a pas connu la révolution industrielle qu'on a connue dans les pays occidentaux, et donc historiquement a un taux d'émissions très très faible. Ça, on le rappelle assez peu. Exactement. Alors après, l'Afrique n'a pas forcément voulu émettre peu de gaz à effet de serre, mais de fait, elle ne l'a pas fait, et elle souffre le plus des conséquences du changement climatique. Donc il faut réparer cette situation. Si on se projette dans l'avenir maintenant, notamment avec les résultats de la COP21, si on se projette dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'Afrique, qui représentera avec sa croissance démographique 25% de la population du monde à l'horizon 2050, ne peut absolument pas se permettre d'avoir un développement aussi carboné que l'ont eu l'Europe, l'Amérique, qui est en train de le connaître l'Asie actuellement, parce qu'au niveau global, ce n'est pas soutenable. Donc, il est nécessaire d'accompagner l'Afrique dans un développement non carboné. Cela suppose des moyens importants. C'est une des fonctions de ce qu'on appelle le Fonds vert pour le climat. Alors justement, ce fonds vert a-t-il été suffisamment abondé, ou est-ce que les prévisions de ce fonds vert vous semblent compatibles avec la réalité des besoins ? Alors, 2 choses. D'abord, il y a le fonds vert. Avant de venir au fonds vert, je veux juste apporter un point sur la COP21 et ses résultats. La COP21, qui n'a rien de contraignant, l'accord de Paris n'a rien de contraignant, et donc il faut être vigilant sur sa mise en œuvre, et tous les militants du climat, tous les militants écologistes, tous les militants de la justice climatique doivent être plus que jamais mobilisés pour que la COP21, qui est une avancée diplomatique importante, voit des résultats effectifs se produire pour l'Afrique. La COP21 proclame comme objectif de réchauffement climatique non pas 2 degrés, comme je le disais tout à l'heure, mais bien en dessous de 2 degrés et si possible, moins de 1,5 degré. Si cet objectif est effectivement mis en œuvre, il se traduira par des centaines de milliers, peut-être des millions de morts
ou de déplacés environnementaux en moins en Afrique. Il y a donc un enjeu très important à pousser dans ce sens-là, dans cet objectif qui est maintenant affiché par la communauté internationale. D'une part. D'autre part, il y a comment réparer cette injustice climatique en Afrique, sans doute en investissant beaucoup d'argent. D'une part, dans la protection des populations face aux conséquences du changement climatique. En gros, ça veut dire rendre les terres plus fertiles, des projets d'irrigation, des projets aussi de reboisement, la fameuse muraille verte dans le Sahel, de façon à faire en sorte que le climat soit plus favorable, continue à être favorable à l'agriculture dans cette région du monde. Protéger les côtes de l'érosion, très importante, qu'il y a par exemple en Côte d'Ivoire, au Bénin. Le Bénin est un pays qui s'est réchauffé de 1,3 degré ces 50 dernières années, c'est gigantesque. Alors, d'une part, il y a ça, le Fonds vert pour le climat, c'est son rôle. D'autre part, le Fonds vert pour le climat doit financer une transition, justement, un développement économique non carboné en Afrique, dont d'ailleurs une électrification du continent sur une base d'énergie renouvelable, notamment. 10 milliards ont été spécifiquement dédiés par la COP21, par l'accord de Paris, à cette seule tâche. Est-ce que c'est suffisant? En tout cas, c'est un bon début. Il faut continuer à être vigilant pour que, notamment, le Fonds vert pour le climat soit autant destiné aux mesures d'adaptation, c'est-à-dire finalement de protection des écosystèmes et de la population, qui doit être, à mon avis, la première des priorités, au moins autant donc versé dans cette direction-là que dans les grands projets de développement non carbonés, qui sont très intéressants, mais dont on sent bien que le retour va être davantage pour les multinationales occidentales ou asiatiques qui vont s'y investir et peut-être vont ne profiter que beaucoup plus indirectement aux populations africaines qui sont en danger. Et là, il y a une vigilance importante à avoir. Alors, deux choses. La première, c'est est-ce que la COP21 se donne les moyens, enfin donne à la communauté internationale les moyens de lutter contre les pratiques de prédation, d'accaparement qu'ont les entreprises transnationales qui, vous parliez des forêts tout à l'heure, on peut parler aussi des mines, on peut parler de la pollution des sols. Tout ça, c'est peut-être pas directement des émissions carbonées, mais c'est quand même une dégradation de l'environnement qui fait que les populations ne peuvent plus vivre sur leur territoire. Donc ça, on ne peut pas totalement le délier des objectifs de la COP21. Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus? Est-ce que vous en avez noté? Est-ce qu'il en faudrait? Et on reviendra peut-être après sur ce qu'ont à nous apprendre ces populations qui ont une expérience du changement climatique, des déplacements, d'un horizon qui est peut-être moins durable en termes d'habitat, en termes de mobilité. Qu'est-ce que ces populations peuvent nous apprendre en termes d'adaptation? Parce qu'ils ont cette expérience. Ce sont des victimes, certes, mais ce sont aussi des gens qui ont déjà commencé à réagir. Votre question est assez vaste. J'y répondrai dans deux directions. La première, c'est que vous avez tout à fait raison de le souligner. Et c'est d'ailleurs une des grandes conclusions de cette note que nous avons publiée, donc je la montre à l'écran, pour la Fondation de l'écologie politique, COP21, réparer l'injustice climatique en Afrique, qui est rédigée sur la base d'entretiens avec 6 grandes figures de l'écologie en Afrique, militants, associatifs ou politiques. Ce qu'ils nous répondent lorsqu'on leur demande quel est l'impact du changement climatique en Afrique, ils nous répondent « Nous avons les plus grandes peines à protéger nos écosystèmes ». C'est ça qu'ils nous répondent d'emblée. Et effectivement, à les lire, on comprend bien qu'il n'y aura pas de régulation du climat à court, moyen et long terme sans protection accrue des écosystèmes. Je vous donne un exemple. Au Gabon, par exemple, qui a des émissions de gaz à effet de serre, pas gigantesques à l'échelle mondiale, mais bien plus importantes que dans les autres pays africains, les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la déforestation et la réaffectation des terres où les forêts ont disparu à des monocultures type palmier, à huile, EVA, etc. Alors, oui, effectivement, la dégradation des écosystèmes est très problématique pour la régulation du climat. La déforestation est très problématique pour la régulation du climat, puisque les forêts absorbent du carbone, et de même la pollution marine, liée par exemple à l'exploitation du pétrole, est très problématique pour la régulation du climat, puisque l'océan se meurt. Or, l'océan est responsable de 75% de l'absorption du carbone dans l'atmosphère. Du coup, c'est la grande oubliée, à notre avis, de l'accord de Paris issu de la COP21, c'est la protection des écosystèmes. L'océan n'est mentionné qu'une seule fois et incidemment dans le texte, et la forêt, il y a certes un article qui lui est consacré, mais sans chiffres
qui sont données sans rien. Donc notre avis est qu'il faut absolument intégrer. Notre avis, c'est deux choses de ce point de vue. C'est qu'il faut absolument intégrer à des négociations climat de plus en plus contraignantes des mécanismes naissants, comme par exemple l'initiative de transparence sur les industries extractives ou les entreprises qui investissent dans des, qui exploitent le pétrole, la forêt, etc., des mines dans les pays d'Afrique, par exemple. Eh bien, ces entreprises font des paiements au gouvernement, plus ou moins légaux. Le gouvernement, via cette initiative, a l'obligation de les publier, ces paiements. Et ainsi, si on voit la transparence financière sur ces opérations, on verra quel gouvernement est corrompu et quel gouvernement, de ce fait, autorise une exploitation des ressources extractives ou une exploitation des ressources naturelles bien supérieure à ce que le droit de l'environnement permet. C'est une manière de protéger l'écosystème. Il y aurait d'autres choses aussi pour protéger les écosystèmes, et notamment, nous souhaitons que le Fonds vert pour le climat, qui n'est aujourd'hui pas encore assez abondé, l'accord de Paris prévoit 100 milliards de dollars, peut-être, mais sans contrainte, à partir de 2020 jusqu'en 2025, et après on ne sait pas. Il le prévoit sur la base de contributions nationales de pays. Nous pensons qu'il faut ajouter à ces contributions nationales des taxes mondiales qui seraient versées par les entreprises qui exploitent les ressources naturelles les plus polluantes, ces entreprises, taxes sur la tonne de CO2 émise, taxes sur le fret maritime, sur les transports aériens, taxes aussi, par exemple, sur les exploitations agricoles destinées à l'export, pour vendre des fleurs, par exemple, au Kenya, au Kenya, pour vendre beaucoup de café ou beaucoup de thé exporté depuis l'Afrique. Eh bien, lorsque un pays n'a pas atteint son autosuffisance alimentaire, un investissement agricole dans ce pays destiné à l'export devrait être fortement taxé pour alimenter le Fonds vert pour le climat. On va conclure maintenant. Merci beaucoup, Benjamin Bibas. Merci à vous.